La première présentation cet après-midi est celle de Keba Koloma Kamara, qui donc débute notre première session de l'après-midi à distance. Outre un certificat de maîtrise en philosophie des sciences obtenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2009, Keba Koloma Kamara possède une maîtrise en histoire des sciences et en sciences de l'éducation, diplôme qu'il a obtenu en 2013 et 2014 à l'université Lille 3 Charles de Gaulle en France. Il poursuit désormais des études de doctorat en philosophie à l'Université Laval, sous la double direction donc de René Bilodeau et de Pierre-Olivier Méthode, qui est avec nous dans la salle Zoom d'ailleurs. Sa communication s'intitule « Le libre arbitre, une capacité à initier et à contrôler les actions ». Alors pour la durée de la présentation, je me mets ici sur le mode mute. Je vous cède la parole. Okay. Merci beaucoup. Voilà, donc le projet n'est pas donc dans mon travail de recherche qui est quand même un des résultats dans mes recherches de doctorat sur la question du libre arbitre. Alors, dans un premier temps, voyez-vous, c'est le plan qu'on va suivre. Dans un premier temps, je vais aborder la question donc, du problème du libre arbitre pour préciser exactement qu'est-ce que je compte, n'est-ce pas, donc discuter comme problème. Ensuite, on va voir les expériences de l'IB et à partir desquelles on va voir également qu'est-ce que l'IB nous propose comme solution avec le veto conscient pour savoir si ça peut sauver le libre arbitre. Puis, j'aborderai, n'est-ce pas, donc la question de savoir comment le libre arbitre doit être considéré comme une capacité à initier et à contrôler les actions. Puis, montrer également que c'était s'appuie sur ce qu'on appelle le modèle croyance, désir, intention, que je vais, n'est-ce pas, donc exposer et puis montrer sa relation avec, n'est-ce pas, donc la question du libre arbitre pour enfin terminer sur la question des intentions, qu'on appelle des intentions, les intentions et l'action libre, et que quand même je définirai au fur et à mesure. Alors, dans un premier temps, le problème du libre arbitre. Sûrement, on a tous entendu parler, qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Depuis un débat d'abord qui fait partie de la théologie et qui est d'ailleurs même aussi un classique en philosophie, étant donné que la question, depuis plus de 2000 ans, peut-être beaucoup plus, n'est-ce pas, n'est pas encore résolue. Il y en a toutes sortes de théories philosophiques, n'est-ce pas, qui s'engagent sur cette question-là. Pour ce faire, il serait important peut-être qu'on puisse comprendre, quand on parle de libre arbitre, d'abord, on ne parle pas de la liberté, au sens où, quand je parle de la liberté, je parle de la liberté d'action, la liberté politique, et toutes, n'est-ce pas, donc, des sortes de libertés qu'on peut citer, voyez-vous. Tandis que le libre arbitre est plutôt cette capacité ou cette aptitude qui, il se pourrait, existe, et qu'un humain, n'est-ce pas, un agent possède. Il est capable, n'est-ce pas, donc, à partir de cette capacité-là, de pouvoir décider ou plutôt même exercer ses libertés. Libre arbitre, n'est-ce pas, donc, c'est aussi un principe, c'est le principe sur lequel se fondent toutes les libertés. Alors, il y a des libertés, comme je viens de le dire, différentes sortes de libertés. Alors, toutes les libertés se fondent sur ce qu'on appelle le libre arbitre. En d'autres termes, on ne peut pas penser, on ne peut pas théoriser, exemple, la liberté d'action, la liberté de mouvement, la liberté d'auto-évaluation, si on ne suppose pas d'abord que le libre arbitre existe, parce que c'est le principe à partir duquel, n'est-ce pas, toutes ces libertés-là pourraient être réfléchies. L'autre chose également aussi à noter, c'est que quand nous parlons donc du problème du libre arbitre, il serait important de le dissocier, n'est-ce pas, de la question de la responsabilité morale. Il est vrai que le libre arbitre et la responsabilité morale pourraient, n'est-ce pas, donc être liés d'une certaine façon, au sens où un agent est moralement responsable lorsqu'il est en mesure d'agir librement. Entendez ici, agir librement au sens où il a la capacité, n'est-ce pas, à s'autodéterminer, il a la capacité, n'est-ce pas, à décider. Alors, dans ce cadre-là, il se pourrait, et d'ailleurs même en philosophie, dans la littérature philosophique, il y a beaucoup d'éléments qui reviennent sur ça pour démontrer cette relation. Cependant, il y a également la possibilité, n'est-ce pas, de penser la responsabilité morale sans pour autant impliquer la question du libre arbitre. Fils et Ravisa nous ont donné un exemple concret, c'est que justement, un agent pourrait être contraint de choisir entre deux choses et qu'il n'a pas l'intention du tout de les choisir, mais qu'il doit nécessairement choisir soit le A ou le B.
dans ce cadre-là, n'est-ce pas, le choix implique une certaine responsabilité morale qui n'en a rien à voir avec sa capacité d'agir librement. Donc, c'est tout à fait possible. Quoi qu'il arrive, dans le débat même qu'on va bientôt aborder dans les neurosciences cognitives, nous verrons justement que la question du libre arbitre est théorisée et analysée sans pour autant, n'est-ce pas, engager tout un débat sur la question de la responsabilité morale. Alors, ce qui se passe, c'est que avec le problème qui nous intéresse, c'est-à-dire à savoir si le libre arbitre existe, le débat philosophique s'est remis de côté. De côté au sens où toutes les théories philosophiques, à savoir les théories qui soutiennent le libre arbitre ou qui, n'est-ce pas, considèrent qu'il n'existe pas. Je vous donne un exemple. Dans la philosophie, il y a ce qu'on appelle le compatibilisme, il y a le libertarianisme. Toutes ces deux théories soutiennent l'existence du libre arbitre. Cependant, ces théories ne sont pas d'accord sur la question du déterminisme. Ça, c'est un problème philosophique. D'autre part également, il y a des théories qui recusent complètement l'existence du libre arbitre. Par exemple, des théories, n'est-ce pas, donc de Smilansky, qui considèrent simplement que c'est une illusion. Cependant, le problème philosophique, n'est-ce pas, donc, est vaste. Ainsi, pour aller au débat expérimental, les neurobiologistes tels que Libé et d'autres neurobiologistes également qui sont intéressés à la question du libre arbitre ne vont pas s'occuper du problème philosophique, c'est-à-dire comment le libre arbitre existe, avec quelle théorie. Ce qui les intéresse, c'est de savoir est-ce qu'un agent possède vraiment la capacité d'agir librement. Peut-on, n'est-ce pas, donc démontrer sur le plan expérimental s'il y a une possibilité de dire oui ou non, n'est-ce pas, avec des preuves concrètes que le libre arbitre existe. C'est ce problème-là qui, n'est-ce pas, donc, nous intéresse dans ce sujet. Alors, pour ce faire, il serait aussi important d'avoir une petite idée. Quand on parle de libre arbitre, à vrai dire, on parle simplement aussi de la capacité qu'un agent a à agir autrement. On peut prendre le cas, par exemple, d'un agent qui veut choisir, comme le dit Sartre. Le fait même de ne pas choisir, c'est choisir. Donc, à tous les coups, le choix persiste. L'agent, donc, a cette capacité à exercer, n'est-ce pas, à s'exercer, à savoir par rapport à ses intentions, pour choisir ou ne pas choisir. Donc, c'est une capacité à agir autrement. Pour d'autres, le libre arbitre serait également une capacité à causer des décisions et des actions sans pour autant être causé. C'est le cas de Timothy O'Connor. O'Connor, il pense simplement que l'agent est une substance causale, que personne ne cause, rien ne cause, les événements du monde ne causent pas, mais c'est lui-même qui se cause. Il se cause au sens où il est capable de causer des décisions et de causer des actions. L'autre élément également aussi à noter, c'est que quand on parle de libre arbitre, pour certains neurobiologistes, le libre arbitre, c'est donc la capacité à contrôler ses actions. Ceci donc nous montre simplement qu'il n'y en a pas une définition, mais il y en a plusieurs. Alors, maintenant, de ces définitions-là, Libé, comme on le voit, il considère, lui, la libre arbitre comme la capacité à contrôler les actions. Alors, si cela existe, n'est-ce pas, on le saura dans le texte expérimental. Pour avoir une petite idée, donc, ce qui l'intéresse Libé simplement, c'est de savoir si donc nous présumons communément, naguère que dans le cas d'un acte volontaire, la volonté consciente d'agir se devait d'apparaître avant ou au début des activités cérébrales conduisant à l'acte. Donc, ce qui se passe, c'est que tout ce que l'on veut savoir avec l'expérience de Libé, c'est qu'un agent qui dit qu'il agit librement, on pourrait, n'est-ce pas, donc exemplifier l'action d'agir, par exemple, par la flexion du poignet de la main. Et de cette poignée de la main, on pourra donc demander à l'agent s'il est capable, n'est-ce pas, donc, de fléchir le poignet de la main une fois qu'il a la volonté de le faire. Et à partir de là, avec tout un appareil qu'il va utiliser pour analyser le fonctionnement cérébral ainsi que les activités donc cérébrales, à savoir si c'est la volonté de l'agent qui précède, par exemple le processus cérébraux inconscient. Alors, dans ce cadre-là, on pourrait donc dire que le libre arbitre existe vraiment, parce que dans ce cas-là, cela suppose que c'est l'agent lui-même qui aurait initié, n'est-ce pas, ces actions. Cependant, si c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on se rend compte que dans l'expérience, que ce sont les processus cérébraux inconscients qui apparaissent avant, n'est-ce pas, la volonté consciente, dans ce cas, il est clair que le libre arbitre ne pourrait pas être, on ne pourrait pas dire qu'il existe. On peut simplement le considérer comme étant une sorte d'illusion ou d'impression. Alors,
Dans ce cas-là, l'expérience donne ceci. On se rend compte qu'à peu près 0,55 millisecondes, déjà, il y a une sorte, n'est-ce pas, d'activité cérébrale qui, selon l'IB, coïncide avec à l'initiation, une sorte d'initiation de l'action. Alors, la volonté consciente de l'agent, par exemple, je décide de bouger le poignet, ça arrive à 0,22 secondes. Cela suppose qu'il y a déjà une activité cérébrale qui est déclenchée dans le processus d'initiation de l'action. La volonté de l'agent vient en retard. Alors, ceci montre tout simplement que quand on parle, n'est-ce pas, donc, de libre arbitre, on ne peut pas dire que c'est la volonté de l'agent ou l'intention de l'agent qui initie du moins ces actions, puisque l'initiation ou la volonté de l'agent n'apparaît, n'est-ce pas, que plus tard, tardivement, tandis que la volonté, du moins, et les processus cérébraux apparaissent dès le début, n'est-ce pas, du processus de l'action. Ceci est important à préciser. Pourquoi? Parce que c'est que d'abord, d'une part, l'action libre est donc initiée. Toute action libre est donc initiée de façon inconsciente. C'est là où les choses quand même deviennent sérieuses. Quand on parle de libre arbitre, on suppose justement que la capacité d'un agent à choisir, que ça soit du thé ou du café, que ça soit autre chose, selon l'IB, si on s'en tient qu'à ça, n'est-ce pas, la volonté de l'agent, toute volonté, n'est-ce pas, n'arrive dans le processus de l'action que tardivement. Donc, le libre arbitre ne peut être considéré dans ce sens-là comme une sorte d'impression, voire une illusion, selon certains. On peut l'extrapoler le résultat d'une façon large pour voir les enjeux que ça peut donner, que ça soit dans le sport ou ailleurs. Le fait même que je dois prendre la décision, n'est-ce pas, ou de faire quelque chose, c'est que avant même d'avoir cette volonté, avant même de décider, en fait, mon cerveau a déjà décidé. Alors, ceci est-il vraiment possible? Est-il vraiment le cas? Libé lui-même n'en est pas très convaincu, et c'est la raison pour laquelle, dans ses travaux, il nous parle, n'est-ce pas, donc, du veto conscient. C'est le troisième point qu'on aborde. Et pour Libé, justement, la volonté de l'agent apparaît certes tardivement, elle apparaît tardivement, et si ceci coïncide avec ce qu'il appelle le libre arbitre conscient, cela suppose que le libre arbitre conscient donc n'initie pas nos actes volontaires spontanés. Il peut, en revanche, enrayer le résultat ou l'exécution réelle de l'action. Il peut laisser l'action s'accomplir ou, au contraire, opposer son veto afin qu'aucune action n'ait lieu. Donc, le veto conscient, c'est une sorte, n'est-ce pas, donc, de module, n'est-ce pas, donc, de la volonté consciente, et qui permet simplement à entériner, soit à stopper, soit à accepter que tout ce qui a été initié inconsciemment puisse se réaliser. Le cerveau, donc, une sorte, n'est-ce pas, donc, disons, d'une sorte de métaphore d'un bocal dans lequel il y a, comme il le dit, une sorte, n'est-ce pas, de bouillonnement inconsciemment, n'est-ce pas, donc, d'initiation, du moins des actions. Certaines actions qui sont initiées inconsciemment, il y en a plusieurs. Le cerveau, avec ce qu'on appelle le veto, n'est-ce pas, donc, va permettre soit de les entériner, oui, on peut le faire, non, on ne doit pas le faire. Alors, dans ce cadre-là, donc, tout ce qu'on constate, c'est que justement, le veto se limite à la seule capacité de contrôle. Donc, quand on parle de libre arbitre ici, on ne peut pas dire que ça permet d'initier les actions, mais ça permet plutôt, n'est-ce pas, de les contrôler. Et dans ce contrôle-là, personnellement, quand j'ai fait mes recherches et dans la littérature philosophique, et aussi bien chez les philosophes même que chez les neurobiologistes, le problème se pose, c'est que finalement, il s'agit de quoi? Il s'agit donc de notre liberté d'action, du libre arbitre considéré aussi comme liberté d'action au sens où je suis capable d'initier mes actions, de les contrôler en même temps, ou tout simplement, l'agent n'a qu'une seule forme, n'est-ce pas, de capacité qui consiste à vouloir contrôler, n'est-ce pas, les actions qu'il n'a pas du tout initiées. On peut simplement dire, par exemple, quelqu'un qui part faire un choix et qui suppose qu'il était libre de faire ce choix-là et qu'il avait pensé même aux raisons de ce choix, qui l'ont conduit à pouvoir faire ce choix, il ne l'a pas donc fait librement. C'est son cerveau qui a tout initié. Tout ce que la personne pourrait faire, c'est de contrôler le choix qui s'y impose,
doit-on le faire ou doit-on ne pas le faire, mais le pourquoi, le comment, donc toutes ces questions-là pourraient être donc réglées par le cerveau. À ce niveau, je considère que le libre arbitre ne doit pas être considéré comme la seule capacité de contrôle. Pourquoi? Parce que d'abord, quand on parle de libre arbitre dans l'opinion commune, et on se rend compte qu'il y a deux éléments à prendre en compte. Il y a la capacité d'initiation et de contrôle. Alors, initier ici, ça renvoie à cette fonction qu'on pourrait dire une fonction législative, n'est-ce pas? À savoir qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire. Donc, les raisons, les croyances, beaucoup d'éléments peuvent entrer en compte. Et la capacité, n'est-ce pas, de contrôle permet à l'agent, n'est-ce pas, donc, à avancer et pour pouvoir savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. On peut également faire une petite comparaison avec ce qu'on appelle les notions d'auteur et d'acteur. Un auteur qui conçoit, qui écrit un texte, il sait pourquoi il a écrit, il a des raisons qui sont personnelles, mais au même moment aussi, celui qui écrit son texte, il est capable, n'est-ce pas, donc de faire dire à ses personnages tout ce qu'il veut. Alors, du coup, il y a cette dualité, n'est-ce pas, d'initiation et de contrôle qui entre en jeu. Ce qui nous fait dire, dans un premier point, comme résultat, le veto conscient ne peut pas sauver l'existence du libre arbitre. Ça donne certes une solution de contrôle, mais qui ne suffit pas. Parce que le libre arbitre doit donc être considéré dans ce cadre-là comme à la fois une capacité d'initiation et de contrôle. Alors, cette capacité d'initiation et de contrôle, ça se fonde également aussi sur ce qu'on peut appeler le modèle de croyance, désir et intention. Et pour comprendre ce modèle-là, d'abord, faut-il comprendre aussi, n'est-ce pas, donc les erreurs de Libé. Pourquoi donc Libé a considéré finalement le libre arbitre comme une capacité de contrôle? C'est parce que justement, d'une part, Libé déjà confondait, quand il parle de libre arbitre, qu'est-ce qui pousse à l'agent à décider ou à choisir? Libé pense que ça pourrait être des désirs, ça pourrait être des envies. Or, désir et envie ne doivent pas être confondus aux intentions. Les intentions également, c'est autre chose. On peut avoir une envie, on peut avoir un désir sans pour autant, n'est-ce pas donc, s'engager à réaliser une action. Mais du moment où l'agent s'engage à réaliser une action, c'est que justement, ces désirs ou ces envies sont donc transformés en ce qu'on appelle un état intentionnel, ce qui permet à un agent d'avoir un plan global de son action et à savoir comment le réaliser. Et le modèle, donc, croyance, désir, intention, a été déjà théorisé par Bartman, par Searle, par Mail, par Pachery. Et Pachery, d'ailleurs, je m'occupe beaucoup sur ces travaux. Et ce qu'il faut donc noter, c'est que ça permet de montrer le rôle des intentions dans l'action. Donc, les intentions permettent d'avoir une meilleure explication de l'action. Et ça permet justement de savoir que dans une intention qui permet donc pas de guider, ça permet de contrôler, elle permet d'orienter, d'adapter, donc de revoir les moyens, des buts, etc. de l'action. Et ceci également, le modèle intentionnel nous permet donc de dissocier l'action donc libre, donc des simples mouvements. Et tous ces éléments-là, n'est-ce pas, donc permettent de savoir quand on parle, n'est-ce pas, donc d'action intentionnelle, ce sont ces actions-là qui permettent à l'agent d'avoir un plan d'action et donc de réaliser ce qu'on peut appeler des actions libres. Et l'autre point qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'intention, c'est qu'il y en a différentes sortes. Il y a différentes sortes d'intentions, puisque la thèse que je défends, c'est que justement, ce sont les intentions qui causent donc les actions, et ces intentions-là sont de différents types. Il y a des intentions distales, qu'on appelle des intentions, qui sont donc dirigées vers le futur, ça peut être immédiat comme lointain, et les intentions proximales qui sont consacrées au présent. Alors qui sont donc dirigés vers le présent, qui vont donc déterminer les moyens que l'agent va utiliser dans le présent, dans un contexte particulier, à réaliser ces actions. Il y a, n'est-ce pas, donc, ce dynamisme qui peut passer d'une intention D à une intention P. Maintenant, si on revient un tout petit peu dans le cas de Libé par rapport à l'action spontanée, c'est que justement, ce sont les P-intentions qui sont en jeu. Mais toujours est-il que ce ne sont pas des désirs, ce ne sont pas des envies. Les P-intentions sont déjà des intentions, n'est-ce pas, donc qui permettent à l'agent de pouvoir contrôler et de guider ses actions. Et donc, pour finir, dans un premier temps, c'est qu'on doit donc savoir que le veto conscient ne peut pas donc sauver le libre arbitre, puisqu'il ne sert qu'à contrôler et non à initier. Ensuite, que le libre arbitre doit être considéré d'une part comme une capacité de contrôle et d'autre part comme une capacité d'initiation. Et ceci, n'est-ce pas, donc, est soutenu et démontré par le modèle intentionnel, le modèle CDI. Et en fin de compte, n'est-ce pas, donc,
il faut comprendre que quand on parle d'actions libres, ce sont d'abord des actions intentionnelles, au sens où c'est l'intention qui doit causer l'action. Je vous remercie, c'était tout ce qu'il fallait dire. Merci beaucoup, Keba, pour cette présentation. Donc, je vois que vous avez cessé de partager votre écran, c'est très bien. Je vais maintenant ouvrir la période de questions. Donc, on a 5 minutes réservées pour les questions. J'aimerais en avoir évidemment qui nous proviennent de la salle virtuelle. S'il y en a, je vous cède la parole d'abord. Ou à défaut, je vous laisse réfléchir et préparer vos questions, puis j'aimerais ouvrir à la salle, voir s'il y a une question qui nous provient des personnes ici en salle. J'ai Pierre-Olivier sur Zoom qui nous pose une question. Je t'invite à ouvrir ton micro, Pierre-Olivier. Oui, merci beaucoup. Ça fonctionne bien, on t'entend, merci. Merci. Keba, merci pour ta présentation. Je me demandais si tu pouvais nous en dire un peu plus sur la manière dont l'IBE confond, selon toi, les intentions avec les désirs et les envies. Il semble utiliser un vocabulaire assez différent de celui des philosophes dont tu traites dans tes travaux, notamment quand il utilise des expressions comme des initiatives inconscientes qui bouillonnent dans le cerveau. Donc, est-ce que c'est un vocabulaire aussi un peu psychanalytique? Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire au fond de la façon dont Libet concevait cette notion d'intention et comment il cherchait à l'opérationnaliser avec son expérience? Oui, donc déjà, Libet, à la base, il avait quand même bien ficelé le projet au sens où il nous parle d'intention d'agir. Mais le problème de Libet, c'est que justement, déjà, quand il parle d'intention d'agir, les expressions qu'il utilise dans ses expériences, donc les expérimentateurs, ceux qui sont là, les participants, tout ce qu'ils leur disent, quand vous aurez l'envie de décider, par exemple, d'agir, quand vous aurez la volonté d'agir, quand vous aurez l'intention d'agir. Déjà, ceci, peut-être qu'un participant qui n'a peut-être pas compris l'enjeu de toutes ces questions-là pourrait penser que c'est la même chose. Mais au même moment aussi, ceci quand même induit en erreur, parce que même dans ses travaux, Patrick Agar, qui a également repris les expériences de Libet, il revient, il dit clairement que ça ne serait pas du tout dans le cadre des envies, parce que si on parle de cela, ça fausse complètement, n'est-ce pas, donc notre étude. Il est vrai qu'il y a donc cette question de vocabulaire que Libet lui-même, à la base, ne maîtrise pas, quoique il met tous dans le même sac l'intention, les désirs, l'envie. Or, ces éléments-là ne sont pas la même chose. Or, si nous parlons que d'intention, nous nous rendons compte que l'intention à la fois donne beaucoup de choses. Donc, c'est un plan d'action. Quand on le conçoit consciemment, au sens où on sait ce qu'on veut faire, on sait pourquoi on veut le faire, et avec les intentions P, et on sait comment on doit le faire. Donc, tout ceci, n'est-ce pas, donc, fait que le vocabulaire qu'il utilise, on peut le mettre de côté, n'est-ce pas, pour prouver que ça ne marche pas, étant donné qu'il le cite lui-même, il reprend les mêmes expressions dans différents endroits de ses travaux et ça montre clairement que la confusion, elle est claire, étant donné que d'autres expérimentateurs n'ont pas fait les mêmes erreurs, ils ont préféré simplement s'en tenir soit à la notion de volonté ou à la notion d'intention. Même si encore ces deux notions-là posent problème, car quelque chose qui relève de la volonté n'est pas nécessairement quelque chose qui est, n'est-ce pas donc, une intention. Mais bon, pour ne pas encore compliquer les choses, on s'en tient, n'est-ce pas donc, au problème qu'il y a entre désir, envie et intention. Et est-ce que tu sais si les auteurs qui ont utilisé un vocabulaire plus précis, je pense peut-être à Agar, justement, est-ce qu'ils ont obtenu des résultats un peu différents? Oui, Agar, dans un premier temps, lui, ses résultats étaient un peu différents parce que justement, Agar, d'abord pas différent, il confirme ce que Libet a trouvé. Il dit clairement, oui, si on s'en tient là, le cerveau nous donne ceci, qu'il y a des processus cérébraux inconscients qui se manifestent avant, donc la volonté de l'agent ou l'intention de l'agent. Cependant, là où pose problème Agar, c'est beaucoup intéressé maintenant aux intentions. Et se rendre compte que là, la donne change. Parce que quand on parle d'intention, on doit faire une expérience que sur les intentions, ce n'est pas pareil que je dois simplement examiner l'action de quelqu'un d'un agent. Alors, dans ce cadre-là, Agar se rend compte que les intentions sont effectivement en mesure de causer les actions. Sauf que les données expérimentales ne sont pas si probantes. Néanmoins, l'idée était là. Dans un des textes qu'il a quand même coécrit avec Elisabeth Pachery, il s'agit justement de cela, que
les intentions, peuvent justement causer les actions. Cela donc signifie qu'elles ne sont pas du tout, le libre arbitre ne serait pas donc une illusion, puisqu'elle est au cœur même, n'est-ce pas, donc, de l'action de l'agent. Merci. Alors, merci, Keba, pour la réponse. Merci, Pierre-Olivier, pour la question. Est-ce qu'il y a une dernière question qui nous proviendrait de la salle ou on passe au prochain présentateur? J'en ai une de François ici rapidement. En projetant bien. Merci, Keba, pour la présentation. Je suis intrigué là, par le protocole expérimental qui permettrait de tester la formulation que tu nous offres ici là, du libre arbitre. Peux-tu nous décrire un peu? Donc là, je ne crois avoir compris le protocole expérimental de l'IDEA. Donc, tu sembles nous dire que ce protocole-là ne testerait pas ta notion de libre arbitre. Quel serait donc le protocole expérimental qui pourrait tester à savoir si ce libre arbitre, à ton sens, existe ou pas? Oui, voilà. Donc, le protocole expérimental de l'IB, c'est d'abord très simple. C'est que d'une part, il se fixe d'abord une notion une définition du libre arbitre. Donc, il considère que simplement, c'est la capacité pour un agent à contrôler les actions. Et qu'avant d'y aller, c'est qu'il faut donc éliminer un certain nombre d'éléments. Il ne faut pas que l'agent soit contraint dans l'expérience à agir. Il ne faut pas également aussi qu'il y a donc des influences, que ça soit extérieur, donc dans le processus expérimental. Il faut également aussi que l'agent puisse manifester l'intention, la volonté ou le désir d'agir. C'est important et il le prend en compte. Maintenant, différents paramètres sont pris en compte. D'une part, il a donc fait différents tests uniquement pour tester à quel moment donc, le cerveau, on peut voir dans le cerveau les manifestations d'une intention, d'une volonté ou d'un désir. Ça, c'est des expériences qu'il met de côté. D'autre part également, il a fait donc des expériences justement pour voir des processus cérébraux inconscients, à quel moment ça peut, n'est-ce pas, donc entrer en jeu. Et finalement, donc, en prenant donc les deux, les processus cérébraux inconscients et la volonté consciente, dans ces expériences même, il va y avoir des PPM, c'est des processus potentiels de préparation motrice de l'action. Et ces potentiels de préparation motrice de l'action, on doit pouvoir, n'est-ce pas, donc, les dissocier, n'est-ce pas, du moment où l'agent est conscient. Parce que une fois qu'il est conscient, là, on se rend compte qu'il s'agit, n'est-ce pas, donc, de sa volonté ou de ses désirs. Donc, les PPM coïncident à tout ce qui est processus cérébraux inconscient, d'une part, et d'autre part, donc, dans le processus expérimental, tout ce qui est volonté, intention ou désir correspondra simplement au moment où la conscience est manifestée, puisque la volonté ne peut se manifester qu'avec la conscience. Donc, dans son protocole, en prenant en compte ces deux éléments-là, l'IB parvient, n'est-ce pas donc, à la limite, à voir avec l'électrode qu'on met sur la tête pour donc examiner, voir donc les mouvements, les activités cérébrales, qu'est-ce qui apparaît avant et qu'est-ce qui apparaît plus tard. Donc, la réponse, la question devient simple. Si c'est les PPM qui apparaissent en amont, le libre arbitre ne peut pas causer l'action. Or, on suppose que c'est le libre arbitre qui doit causer l'action. Cependant, si ça apparaît après, oui, le libre arbitre serait donc en mesure de causer les actions libres. Et dans ce protocole également aussi, il y a d'autres éléments que l'IB va prendre en compte. Il faut le dire, c'est le nombre d'expériences qui sera répété. Donc, ça ne sera pas une. Les gens vont en faire à peu près une quarantaine d'expériences, donc pour savoir justement la moyenne qu'il faut retenir, la marge d'erreur qu'il faut éliminer. Mais dans tous les cas, c'est de prendre en compte le paramètre du PPM, le paramètre de l'intention, de la volonté ou du désir, n'est-ce pas, donc de l'agent, et pour, n'est-ce pas, donc les soustraire, voir lequel apparaît en amont, et du coup, on pourrait, n'est-ce pas, donc dire si le libre arbitre existe ou non. Alors, merci beaucoup, Keba, pour cette réponse. Merci, François, pour la question.